plutôt bonsoir à toutes et à tous. Alors donc ce que je vais faire, c'est ce qui m'a été demandé, c'est vous proposer une petite réflexion donc autour de la question de la liberté d'expression qui effectivement a suscité pas mal de débats suite aux tueries, notamment des caricaturistes de Charlie Hebdo. Et ça reste ceci dit un débat d'actualité encore, puisque de temps en temps, je ne sais pas si vous l'avez lu ou perçu, mais en tout cas de temps en temps, c'est vrai que le sujet revient sur le tapis. Alors, pour commencer, ce que je voudrais faire avec vous, c'est d'abord vous présenter, par rapport à ce sujet-là, les 4 positions possibles. En fait, il y en a autant qu'on veut, mais enfin, si vous résumez les positions possibles par rapport à la liberté d'expression, il me semble qu'en gros, il y en a 4. Alors, la première possibilité, quand vous parlez de liberté d'expression, ce serait de dire qu'il faut autoriser toutes les formes d'expression, quelles qu'elles soient. Vous avez des associations qui militent pour ce genre de choses. Par exemple, dans la presse, si vous avez lu les réactions des uns et des autres autour des événements de début janvier, vous avez par exemple l'association Label. Donc ça veut dire, en fait, c'est la Ligue pour l'abolition des lois réprimant le blasphème et le droit de s'exprimer librement. Et ce genre d'association, donc, milite effectivement pour que la liberté d'expression soit sans limite. Aussi bien dans la forme que dans le contenu, absolument tout doit être permis dans un État démocratique, dans un État comme le nôtre. Et ce qu'il rajoute, pour que vous voyez bien une des conséquences de cette position, qui peut avoir tout son sens, évidemment, mais c'est ceci, c'est donc le droit à la haine, le droit à humilier, et il rajoute « nul n'a le droit de refuser d'être outragé ». Donc ça, c'est une première position possible, d'un droit vraiment sans limite, et, pour le dire autrement, toute personne qui se sentirait humiliée, détruite, non respectée, eh bien, on dirait, dans cette perspective-ci, c'est cette personne-là qui a un problème. Ce n'est pas celui qui humilie, c'est celui qui se sent humilié, et donc c'est lui qui doit aller se faire soigner, ou n'importe quoi, enfin peu importe. Ça, c'est une première position possible. Donc c'est une liberté sans limite, aussi bien dans la forme que dans le contenu. À l'inverse, de l'autre côté, vous avez évidemment tous les censeurs possibles et imaginables. Donc par exemple, ce sont des dictatures, ou ce sont des tyrannies, ou que sais-je, où là, on va censurer les idées qu'on estime non discutables. Par exemple, si vous prenez des sujets d'actualité, en Turquie, semble-t-il, si vous vous amusez à dire du mal de M. Erdogan, manifestement, ça va mal aller pour vous. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Si, pour dire du bien, vous pouvez. Mais si c'est pour critiquer, là, vous allez avoir des ennuis. Il semblerait, d'après ce qu'on peut savoir, moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il semblerait que si vous faites la même chose en Russie, par exemple, manifestement, M. Poutine n'apprécie guère, et là aussi, tous les opposants, malheureusement, se font toujours arrêter ou assassiner, ou que sais-je d'autre. Il y a des sujets qui sont tabous, on ne peut pas parler de tout. Donc ça, c'est l'autre position possible, c'est une position de censure, il y a des sujets que l'on ne peut pas aborder. Donc 2 extrêmes. Il me semble qu'il y a un sifflement, je ne sais pas, mais... donc on va le rabaisser un petit peu. Ou bien c'est peut-être parce qu'il y a un effet... Enfin bon, on va continuer, on verra bien. Alors, ça c'est les 2 positions. Entre ces 2 positions, il y en a encore 2. Alors vous avez une position qui a été défendue par certains écrivains, par certains intellectuels, c'est la position du droit. Et donc dans un système démocratique, le droit dit ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Et tout ce que l'on peut dire que le droit autorise, il faut donc pouvoir le dire. Donc ça veut dire que dans notre État, par exemple, c'est vrai que tous les propos haineux, par exemple, tout ce qui va tourner autour du négationnisme et ce genre de choses, c'est normalement réprimé par la loi. Donc ce sont des sujets que l'on ne peut pas aborder librement comme on le voudrait. Il y en a très peu, mais enfin il y a 2-3 thèmes qui sont effectivement prévus par le droit, la loi. Si vous commencez à défendre des propos négationnistes, vous aurez des ennuis en Belgique par exemple. Mais à part ces 2-3 tabous, ces 2-3 sujets délicats, le droit autorisant toutes les formes d'expression quelles qu'elles soient et tous les sujets, eh bien il faut permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer comme ils l'entendent. Donc c'est la liberté d'expression la plus large possible, mais dans un état de droit qui quand même fait attention pour ne pas qu'il y ait des débordements regrettables. Dans ce contexte-là, certains auteurs ont expliqué, c'est un peu ce que défend Label, mais ici avec quand même des limites, ont expliqué donc effectivement, si maintenant, dans le cadre de cette liberté prévue par le droit, certains se sentent choqués
Par exemple, suite aux caricatures, certains musulmans se sentent choqués parce qu'on a représenté le prophète Mahomet. Eh bien, c'est eux qui ont un problème. Puisque le droit le permet, l'expression est libre et il n'y a aucune limite à ce niveau-là, dans le cadre du respect du droit tel qu'il existe en Belgique. Donc ça, c'est une troisième position, vous voyez, avec quelques nuances quand même, mais qui de nouveau est assez dure, ou en tout cas peut avoir des conséquences assez redoutables, me semble-t-il. Et puis vous avez une quatrième position qui est possible également, et cette quatrième position consistera à dire tout simplement ceci, ce serait une position qu'on pourrait appeler éthique, donc elle n'est pas juridique. Et c'est vrai que dans le droit, vous ne trouverez rien qui permette de penser ce qu'on défend ici. Cette quatrième position, qui était celle que j'avais défendue dans l'article que j'avais écrit, c'est de dire, dans le fond, il faut quand même faire attention, la liberté d'expression doit tenir compte, évidemment, de l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Donc c'est la question du respect qui a été évoquée. Et c'est vrai que là, c'est un souci éthique que l'on doit avoir dans cette liberté d'expression. C'est le droit, je vais y revenir dans un instant, le droit de parler absolument de tout, donc c'est-à-dire sur le plan du contenu des idées dont on peut parler, toutes doivent pouvoir être abordées. Et de ce point de vue-là, vous voyez que quand on défend cette thèse, on est plus large que le droit. Même des thèses négationnistes doivent pouvoir être débattues. Simplement, on dira, aujourd'hui le négationnisme est quand même terriblement difficile à défendre, donc qu'a-t-on à craindre de ces gens-là qui défendent quand même ces thèses? Ils les défendent, eh bien on répond, c'est tout. Et on essaye de démontrer qu'ils ont tort, c'est le plaisir du débat, d'arguments contre arguments évidemment. Donc tous les sujets, absolument tous, même ceux qui peuvent choquer, même ceux qui sont sensibles, devraient normalement pouvoir être débattus, mais, et c'est là la réserve, c'est là le souci éthique, on le fait toujours normalement, ou on devrait le faire, dans une forme, donc dans un langage, qui essaye de respecter évidemment l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas une raison pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais le tout, on le fait, si possible, ça dépend, on peut le faire par l'humour, on peut le faire de mille façons, mais on le fait généralement, ou on devrait le faire, me semble-t-il, dans le respect de la personne que l'on a en face. Et donc, ça veut dire par rapport aux caricatures, pour que vous puissiez faire le lien avec ce qui a suscité mon envie d'écrire à ce moment-là, ça veut dire que le fait qu'on représente le prophète Mahomet en soi, que voulez-vous dire? Évidemment qu'on devrait pouvoir le faire. Pourquoi pas? Mais simplement, nous ne sommes pas dans le ciel, nous ne sommes pas dans un monde abstrait non plus. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel il y a des gens qui se sentent choqués, à tort ou à raison, mais qui se sentent choqués par ces caricatures-là. Et donc la question, c'est quand on veut, par exemple, combattre l'islam, ce qui est le propos de Charlie Hebdo, qui est un journal laïque, radical, donc évidemment est contre les religions, pourquoi le faire en choquant les musulmans, ou certains musulmans du moins, qui se disent choqués? Pourquoi ne pas le faire, donc afficher ses opinions et contester l'islam, mais par des moyens ou par des caricatures qui ne choqueront pas? Donc par exemple, quand ils ont publié le prophète Mahomet en janvier avec l'écriteau « Tout est pardonné », je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là, on l'a vu dans tous les médias, enfin on l'a vu partout, c'est vrai qu'ils auraient pu simplement dire, ça aurait été exactement le même dessin. On a représenté un imam et on a mis « Tout est pardonné », par exemple, ou on a représenté un djihadiste ou je ne sais quoi, enfin bon, peu importe, on pouvait représenter plein de choses en mettant « Tout est pardonné », et vous auriez eu exactement le même dessin, et probablement des effets évidemment tout à fait différents. Ça aurait été, de nouveau, on aurait été dans le même contexte, mais la portée symbolique et le fait de choquer des gens n'auraient pas été présents éventuellement. Donc ici, la quatrième position, c'est de dire tout doit pouvoir être abordé, il n'y a pas de censure acceptable en soi, mais simplement c'est dans la manière de le faire, évidemment. Là, il y a sans doute une exigence éthique de tenir compte de l'interlocuteur que l'on a en face de soi. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer, puisque c'était la position que j'avais développée, c'est essayer de la justifier, ou en tout cas de vous donner quelques arguments ou quelques questions que cela soulève, de façon à pouvoir se faire une opinion pour voir si cette position tient la route, bien évidemment, et éventuellement alors la mettre en concurrence avec les trois autres positions que je vous ai présentées. Alors, donc le premier point, qui est fort important et qu'il faut bien comprendre, c'est, en tout cas dans cette position de liberté d'expression, c'est toutes les idées doivent pouvoir être exprimées, absolument toutes. Et quand vous allez au-delà de simplement la question d'exprimer des idées, ça veut dire aussi qu'on doit pouvoir être libre de s'habiller comme on veut, de manger ce qu'on veut, de vivre tout simplement comme on l'entend. C'est la liberté d'expression de sa vie au sens
large du terme, et ça déborde alors le sens strict de la liberté d'expression. Maintenant, ce qui est vrai, une première remarque malgré tout. Dans la vie ordinaire, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cela, mais ce que je constate, c'est que quand bien même on est tous partisans de la liberté d'expression, enfin j'ose espérer du moins, ce qui est vrai, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est difficile. Donc par exemple, on hésitera parfois à dire certaines choses à son employeur. Alors que pourtant, on devrait pouvoir manifester son désaccord avec la personne qui nous engage et qui nous emploie, mais la vie étant ce qu'elle est, la vie concrète étant ce qu'elle est, c'est vrai que de temps en temps on se dit ouh, attention, si je dis ça, il risque de se fâcher, ça risque de se retourner contre moi. Et c'est vrai que de se sentir autorisé réellement, en chair et en os, concrètement, se sentir autorisé de dire tout ce qu'on pense, même en y mettant la forme, dans la vie ordinaire, ça n'existe pas, en réalité. Dans une vie de famille, si vous avez une famille, là aussi probablement qu'il vous est arrivé ou qu'il vous arrivera, si ça n'est pas encore arrivé, mais qu'il vous arrivera là aussi de vous dire, attention, peut-être qu'à mon conjoint, peut-être qu'à mon enfant, il ne faudrait peut-être mieux pas dire ça parce qu'il risque de mal le comprendre, de mal l'entendre, ça pourrait le choquer. Et c'est vrai que là aussi, liberté d'expression, dans une famille, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, mais n'empêche que la vie ordinaire fait que dans tous les milieux, manifestement, il y a des fois des occasions qui font qu'on va se retenir de parler. Ce qui veut dire une chose, quand vous prenez des exemples aussi simples, c'est que quand on est pour la liberté d'expression, il faut bien prendre conscience que c'est un combat. Parce que c'est bien beau d'avoir le principe du droit qui nous le rappelle, on a la liberté d'expression, mais concrètement, sur le terrain, dans certains milieux en tout cas, lieu de travail ou que sais-je, c'est vrai que dire tout et n'importe quoi, c'est pas si facile, on ne se sent pas toujours courageux assez que pour prendre le risque d'un conflit, par exemple, qui pourrait en résulter. Donc, c'est bien beau de dire liberté d'expression, mais dans le quotidien, c'est déjà un fameux problème. Donc, il faut se battre. Maintenant, ceci étant dit, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il faut se battre pour que tout puisse être dit, y compris les choses choquantes. Dans les débats qu'on a eus, effectivement, il y a un thème qui est apparu, ou en tout cas une objection qui est apparue dans la position que je défendais. On a dit, mais enfin, Monsieur Longniot, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est donc que si une opinion peut choquer, il faudrait éventuellement se retenir de la dire. Alors, évidemment, c'est inacceptable. Et c'est indéfendable. Donc c'est vrai que si l'idée, c'est pour des raisons éthiques, par respect de l'autre, je dois m'interdire de dire quelque chose que je pense, parce que ça pourrait le choquer, vous comprenez bien que c'est en fait indéfendable. Pourquoi cela, on ne peut pas l'accepter? On ne peut pas réguler une vie sociale sur cette base-là, interdire tout ce qui pourrait choquer les autres. Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est pas compliqué à comprendre, à un moment donné, vous allez tomber dans une absurdité. Alors l'absurdité, c'est laquelle? Donc le principe qu'on devrait accepter, ce serait tous les propos choquants, toutes les manières de s'habiller qui seraient choquantes, tous les comportements qui seraient choquants, par respect pour les autres, il ne faut pas les manifester. Si vous avez cette règle-là que vous vous donnez pour essayer de vivre ensemble de la façon la plus paisible possible, imaginez maintenant la situation suivante. Et c'est là que ça devient absurde. C'est des grésillements, non? Enfin bon. Alors, la situation donc absurde est la suivante, donc je reviens à mon affaire. Donc, imaginez ceci. Vous avez en face de vous quelqu'un qui se plaint. Il vous voit et il vous dit « Votre façon de vous habiller me choque ». Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Vous allez lui répondre « Eh bien, moi, je te réponds ceci, donc je vais aller me rhabiller, effectivement, changer mes vêtements. Mais maintenant, je te réponds ceci. Quand tu te plains de ce que je fais, moi, ça me choque. » Et vous allez déboucher sur quoi? Plus aucune plainte ne pourra jamais être exprimée, puisque tout comme vous devez aller maintenant vous changer, puisque votre manière de vous vêtir choque. Celui qui se plaint ne peut plus se plaindre, et vous déboucherez ainsi sur une situation où finalement tout redeviendrait permis, puisque plus personne n'aurait la permission d'énoncer la moindre plainte à propos de n'importe quoi. Donc vous vous rendez compte que c'est tout à fait juste, un argument, enfin il me semble, ceux qui m'objectaient cela, mais le problème c'est que c'est pas ça la difficulté, donc ceux qui me disaient on ne peut pas interdire un comportement parce qu'il est choquant, on ne peut pas interdire de représenter les caricatures de Mahomet parce que soi-disant ça choquerait des gens, ces gens ont tout à fait raison, parce que si on interdit quelque chose au nom du principe que ça choque, finalement on interdirait tout et n'importe quoi, et finalement plus aucun comportement ne serait possible. Donc le problème ce n'est pas d'interdire des contenus, parce que soi-disant ils sont choquants, je reviens sur l'idée de départ, le principe le plus important, tous les contenus, même s'ils sont choquants, doivent pouvoir être débattus. Alors le problème il est où? Le problème il est non pas dans les idées que l'on défend,
toutes doivent s'énoncer, tous les désaccords doivent pouvoir exister évidemment et être débattus. La question, je vous disais, est principalement dans la forme. Alors je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce que je vise ici. Premier exemple, imaginez une famille qui vient de mettre au monde un enfant et malheureusement cet enfant est atteint de plusieurs handicaps, ou d'un handicap. Bon. Il se fait que par le plus grand des hasards, ces personnes sont dans une réunion et là il y a quelqu'un qui prétend faire de l'humour et en faisant de l'humour, il rigole justement des personnes handicapées. Alors on pourra dire, liberté d'expression, c'est vrai qu'on peut parler de tout, on peut rire de tout aussi, pourquoi pas. Le tout c'est de savoir avec qui on le fait, mais enfin, on peut rire de tout, en soi il n'y a pas de mauvaises intentions là derrière. Quand on choque les gens dans ce contexte-là, parce que par exemple, voici une famille qui donc vit un moment difficile et donc elle n'est pas du tout disponible pour rire de ce genre de choses, on dira il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a aucune intention, c'est une maladresse peut-être, c'est le hasard qui fait qu'ils sont présents au moment où ils entendent la blague. Il n'y aura jamais de procès pour ce genre de choses. Maintenant, imaginez la situation suivante pour que vous voyez de quoi on parle. Je sais que cette famille vient d'avoir un enfant handicapé et je sais qu'elle a du mal à l'accepter. C'est une famille que je ne supporte pas. Et donc ce que je vais faire, dès que je les croise, c'est avec mes amis éventuellement, c'est commencer à rigoler des personnes handicapées devant eux parce que le but c'est de les choquer. C'est exactement la même blague que tout à l'heure. Sauf que ici, vous voyez ce qu'on va rajouter, c'est une intention et une forme par conséquent, c'est l'intention de blesser des gens que l'on n'aime pas, pour X ou X raison, peu importe ici, mais l'intention c'est bien de les choquer. Est-ce que vous accepteriez le principe, moi en tout cas je vous avoue, je n'arrive pas à m'y résoudre, qu'effectivement on puisse dire, liberté d'expression, on peut rire de tout, on peut tout dire, on peut tout faire, et par conséquent, il n'y a rien de, entre guillemets, condamnable dans cette attitude-là. C'est vrai que le fait de rire des personnes handicapées n'est pas en soi le problème. Ce qu'on va ici juger quand même, je suppose que vous serez d'accord, c'est évidemment l'intention, le fait de le faire exprès pour blesser ces gens-là. Comment voulez-vous qu'on soutienne ce genre d'initiative? C'est vrai que là, tout d'un coup, il y a quand même quelque chose qui peut interpeller au moins, et on peut se demander ce qui motive finalement celui qui le fait. Je vous donne un autre exemple. On peut manger tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une liberté d'expression à proprement parler ici, c'est une liberté de comportement. D'accord? Donc voilà, je peux manger ce que je veux, et par exemple, on peut boire du vin et évidemment manger du saucisson. Il n'empêche que, si maintenant vous organisez un apéro saucisson-pinard, comme ça se fait parfois en France, d'ailleurs ça a été condamné par la justice heureusement, donc l'idée c'est quoi ici? Dans le fond, avoir un rassemblement de gens qui vont faire un apéritif avec du saucisson et du vin, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille dire à ça? Les gens sont libres de s'associer, de se réunir et de manger ce qu'ils veulent. Mais quand vous le faites maintenant, avec l'intention, et le droit à condamner, heureusement, quand vous le faites avec l'intention de dire, parce qu'en fait ça s'adresse à qui? De dire aux musulmans et aux juifs français, vous pouvez dire ce que vous voulez, en tant que musulmans et juifs, vous n'êtes pas des Français comme les autres. Donc d'avoir ce genre d'association pour montrer une identité française et donc dire implicitement, enfin c'est même pas implicitement, c'est explicitement ici, dire aux musulmans et aux juifs, vous n'êtes pas des Français comme les autres, eh bien là il y a une intention haineuse, là c'est particulièrement clair, et c'est clair que ce n'est pas le fait de manger du saucisson et de boire du vin qui sera condamné, mais ce sera bien l'intention effectivement. Donc c'est la forme que cela prend, le fait qu'on le fait dans le but, si vous voulez clairement, de provoquer quelqu'un. Autre exemple, et un dernier exemple que je vous donne de nouveau, pour que vous voyez bien de nouveau de quoi on va parler ici, le fait qu'éventuellement je m'habille comme je veux. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai qu'on est dans une société de droit démocratique et on s'habille comme on l'entend, c'est tout, c'est comme ça, même si ça peut choquer éventuellement. Imaginez de jeunes personnes qui, cet été, s'habillent de manière très 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 légère. Ça peut choquer éventuellement les personnes qui vont se balader le long de la Meuse ici. En attendant, que voulez-vous qu'on dise? Voilà, moi je n'aime pas ça, c'est tout, ça me choque, c'est révoltant. Mais bon, on ne dira rien d'autre et on passera son chemin. Maintenant, imaginez quelqu'un qui s'habille de la même façon, ou qui se déshabille de la même façon, ils ont des tenues très légères. Mais il n'empêche de le faire maintenant exprès, pour choquer telle personne. Pour éventuellement même, on a parfois des scénarios qui se rapprochent de cela, pousser quelqu'un à la faute. Je sais que si je m'habille comme ça, il va se mettre en colère et du coup les gens vont devoir intervenir pour le calmer et ça va se retourner finalement contre lui. De le faire avec cette intention, là, ça devient condamnable. Ce qu'on condamnera, ce ne sera jamais le fait de s'être habillé comme la personne l'a fait,
mais c'est le fait d'avoir utilisé la façon de s'habiller pour essayer de provoquer un effet qui est ici de nuire finalement à quelqu'un qui est sensible sur ce genre de questions. Exactement comme vous pourriez avoir, et de temps en temps on peut le suspecter, mais il faudrait voir si c'est bien vrai, parce qu'on ne peut pas faire de procès d'intention évidemment, mais parfois vous pourriez avoir l'impression que certaines dames musulmanes s'habillent avec un voile, voire avec une burqa, pour provoquer. Donc il y en a, c'est par choix, c'est tout ce que vous voulez, par conviction religieuse, etc. Je suppose du moins qu'il y en a pour qui c'est le cas. Mais c'est vrai que de temps en temps, on se demande si on ne le fait pas aussi pour nous mettre en difficulté par rapport à une loi qui dit qu'on ne peut pas ce genre de choses, et voir ce qui va se passer, et pour provoquer finalement une réaction sous une forme ou sous une autre. Une fois encore, c'est pas la burqa qui est un problème. Si les gens veulent en mettre une, qu'est-ce que vous voulez, qu'ils en mettent une. Le problème, c'est quelle est l'intention qui est derrière. D'accord ? Est-ce que c'est de nous provoquer, de provoquer les Occidentaux ou la police ou que sais-je d'autre, ou bien est-ce que c'est, dans les contextes les plus fréquents que l'on nous rapporte, moi je ne suis pas spécialiste du sujet, est-ce que c'est pour soumettre des femmes par exemple, qu'on les oblige de porter la burqa ? Si vous êtes dans ces contextes-là, tout d'un coup voilà un vêtement qui va commencer à faire problème. Ce sera une fois encore l'intention, la forme, la raison qui motive le port de ce vêtement qui évidemment sera à juger ou non selon les circonstances. Donc le contenu, on peut s'habiller comme on veut, on peut manger ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut même rire de tout éventuellement, mais ce qui doit être interrogé, me semble-t-il, c'est l'intention qui anime ces comportements-là. Et dans la mesure où c'est pour nuire délibérément à des tiers, moi j'ai l'impression qu'on ne peut pas le cautionner, on ne peut pas l'empêcher non plus. Le droit permet ces comportements-là, mais sur le plan éthique, il me semble que là, il y a un problème. Alors si vous revenez maintenant à Charlie Hebdo, donc je reviens à ce qu'ils ont fait en janvier quand ils ont publié leur première de couverture avec le prophète représenté, et donc tout est pardonné. Il ne faut pas être prophète, c'est l'occasion de le dire, pour deviner que s'ils ressortent une première de couverture avec le prophète représenté, dans les circonstances où l'on est, donc avec toute une équipe qui a été massacrée, ce qui évidemment est inacceptable, d'accord ? On est dans ce contexte-là, par des musulmans, pour des raisons manifestement en partie idéologiques, religieuses, etc. Il n'empêche qu'il ne faut pas être un philosophe, disons ça comme ça, pour deviner qu'en republiant une comme celle-là, il y aura toujours des gens, même si c'est à tort, donc je ne dis pas que ces gens-là ont raison, mais il y aura toujours des gens qui vont encore mal le prendre, se dire choqués, et que le risque est grand, ça aussi il ne fallait pas être prophète pour le deviner, que certains arrivent à exploiter cette une de couverture pour en arriver à éventuellement même tuer des innocents. Étant donné le moment d'ébullition dans lequel on est, et on sait bien que tout le monde est sur le qui-vive par rapport à ça. Eh bien, quand on sait ça, qu'en tenant ce genre de propos, ou plus exactement, en ayant ce genre de caricature, le risque est énorme, on ne sait jamais, mais enfin, le risque est quand même énorme que ça se produise ainsi, eh bien, de malgré tout ne pas pouvoir s'empêcher de faire la caricature, dans ce cas-là, ce que moi j'ai tendance à penser, c'est tout simplement que c'est inacceptable. Et que c'est lâche, en plus, de se cacher derrière la liberté d'expression pour ne pas assumer les conséquences de ce que l'on a fait. Donc concrètement, je ne sais pas si vous avez suivi ça ou si vous l'avez encore en mémoire, mais quand effectivement la une est sortie, donc des gens se sont dit choqués, donc c'était évitable, mais enfin peu importe parce qu'ils n'ont pas bougé, mais c'est vrai que dans certains pays, malheureusement, des gens ont profité de la une pour faire des soulèvements, et finalement ce sont des chrétiens, je ne sais plus dans quel pays, qui ont été lynchés dans l'affaire. Et donc il y a des gens qui sont morts à cette occasion-là. Alors on peut dire le rapport de cause à effet est terriblement éloigné, ça je veux bien, mais quand vous êtes le dessinateur ou quand vous êtes le responsable de cette production et que vous savez que le risque n'est quand même pas négligeable, là ce que j'aurais tendance à dire c'est que je veux bien qu'il y ait une liberté d'expression, mais une liberté d'expression au prix de la mort de victimes, là je pense qu'il y a une limite qui a été dépassée. C'est-à-dire que là, de nouveau, c'est le respect des gens qui n'ont rien à voir avec tout cela, qui vont être la victime, effectivement, de fous. Donc les gens qui ont tué sont des fous, ils sont inexcusables, mais en attendant, Charlie Hebdo a été la pierre de touche qui a effectivement provoqué, finalement, ces décès chez des personnes qui n'en demandaient pas tant. Donc, dans ce contexte-là, vous voyez bien, le problème, c'est pas qu'on représente le prophète, c'est l'intention qui anime les auteurs de ce genre de caricature dans un contexte où on sait que ça peut avoir des conséquences redoutables, malheureusement, pour les personnes concernées. Alors,
il y a ici, par rapport à cette réflexion que je vous soumets, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, évidemment, mais il y a ici un présupposé qui doit être interrogé. Alors le présupposé, c'est le suivant, et que j'avais laissé paraître dans le petit article que j'avais écrit d'ailleurs. Le présupposé, c'est que ceux qui défendent la liberté d'expression à la Charlie Hebdo, ou dans le sens de label, par exemple, donc tout doit pouvoir se dire, et peu importe des conséquences, finalement, les gens n'ont qu'à bien réagir, ils n'ont qu'à comprendre, et puis c'est tout. Quand vous êtes dans ce genre de raisonnement pour défendre la liberté d'expression, il y a un présupposé donc qui est quand même contestable, c'est qu'on présuppose effectivement que les gens devraient être capables de pouvoir se maîtriser, se contrôler. Que chacun d'entre nous, vous et moi, nous devrions être des personnes qui, quoi qu'on subisse de la part des médias ou de la part de nos voisins ou de la part de notre famille ou de je ne sais pas qui d'autre, quoi qu'on subisse, on devrait être quelqu'un qui reste sous contrôle. Vous pouvez m'insulter, ça glisse. Vous pouvez me toucher dans ce qui m'est le plus cher, imaginons que je sois musulman en représentant le prophète, je devrais rester impassible. Eh bien, ce présupposé-là, c'est quelque chose qui est interpellant. Où a-t-on été chercher cette idée qu'un être humain devait ne pas réagir lorsqu'effectivement on le provoque, on l'humilie, on le touche dans ce qui pour lui est le plus important, quand bien même soi-même on ne comprend pas pourquoi c'est important, mais pour lui ça l'est. Alors, ce qui est vrai, c'est que les historiens nous apprennent ceci, et ça c'est une des formes de la barbarie de notre culture probablement. Ce que les historiens nous apprennent, c'est qu'il y a eu une évolution dans l'éducation des mœurs, alors donc des comportements. Alors, jusqu'à la Renaissance, plus ou moins, c'est pas aussi clair que ça, mais enfin, pour se donner un repère, donc jusqu'à la Renaissance, la culture occidentale a été une culture où on vantait, on mettait en avant le fait d'exprimer ses besoins, ou d'exprimer ses émotions. Vous aviez des recommandations médicales que l'on a toujours, dans des textes anciens, des recommandations médicales qui disaient c'est mauvais pour la santé que de, effectivement, s'empêcher d'exploser quand on en a besoin. C'est effectivement mauvais pour la santé de retenir un besoin naturel, lorsqu'effectivement on l'éprouve. Et donc les médecins, pour des raisons de santé, disaient il faut que tout ça, ça sorte, ne retenez rien. Eh bien, à la Renaissance, on voit que les discours médicaux d'abord, et puis des éducateurs vont commencer à changer. Et l'idée qui va apparaître, c'est quoi? C'est celle dont nous vivons encore aujourd'hui, je vais vous donner des exemples éventuellement. Donc c'est tout simplement cette idée que ce n'est pas en exprimant ses besoins qu'on est un homme. Désormais, on est un homme ou une femme, rassurez-vous. Donc on est un homme ou une femme lorsqu'au contraire, on fait preuve d'un grand contrôle de soi, quand on peut se retenir. Donc le modèle de l'homme occidental, c'est devenu l'homme sous contrôle. L'homme, alors certains auteurs disent l'homme domestiqué, celui qui ne bouge plus. On peut faire n'importe quoi avec lui, il a appris à pouvoir se contrôler en toutes circonstances. Alors je vous donne des exemples. Donc ça commence à la Renaissance, ça a mis des siècles évidemment pour devenir la norme, mais aujourd'hui ça devient ce qu'on attend de chacun. Donc par exemple, si vous voyez quelqu'un qui commence à exploser en rue, on dira c'est lui qui a un problème. On ne supporte pas les gens qui explosent. Alors, donc je vous donne des exemples d'abord. Au niveau du corps, c'est terrible de voir que la domestication, le contrôle de soi va jusque dans les détails concernant notre corps. Si vous avez eu des enfants, ou si vous avez encore des enfants ou des petits-enfants, eh bien, c'est quand même terrible de voir que, pour beaucoup, c'est pas toujours vrai, mais dans nos contrées à nous, en tout cas, bien souvent, eh bien, quand ils ont par exemple une petite bibiche au coin de l'œil ou bien quelque chose qui pend au nez, qu'est-ce qu'on fait? On court après eux, viens te moucher, on ne supporte pas. On ne supporte pas que le corps manifeste eh bien, quelque chose qui n'est plus sous contrôle, si vous voulez. Normalement, on doit être impeccable. Regardez une publicité, on peut donner des exemples à tous les niveaux, une publicité pour des déodorants, pour des antitranspirants exactement. Et c'était « Ne laissez pas vos émotions vous trahir ». Donc c'est vrai que, si je prends ma situation, quand j'interroge des étudiants, donc pas maintenant, donc en janvier ou bien au mois de juin, quand vous avez des étudiants qui viennent tremblants ou bien qui ont des plaques rouges tellement ils sont stressés ou que sais-je d'autre, vous voyez qu'ils sont mal à l'aise. Pour certains d'entre eux, ils sont mal à l'aise parce que tout d'un coup, le corps trahit le stress dans lequel ils se trouvent. Et du coup, ça les stresse encore plus. Et alors à ce moment-là, c'est la bérézina, évidemment. Donc le fait d'être trahi par une transpiration, par des taches rouges, par ceci ou par cela, c'est un corps que vous ne contrôlez pas. Et du coup, vous êtes pris en défaut. Normalement, quand on passe un examen, eh bien, on vient, on passe l'examen et on repart. Et puis c'est tout. Il n'y a pas à se mettre dans tous ces états pour ce genre de choses. Prenez encore d'autres exemples. Quand vous allez voir au cinéma un film qui est un film violent,
ou bien un film qui pourrait être un film à connotation érotique, ou avec des moments érotiques éventuellement. Eh bien, on trouve tout à fait normal aujourd'hui, alors que si vous réfléchissez un peu, ça ne l'est pas du tout, hein, mais heureusement, ceci dit qu'on fait bien des choses comme ça, mais donc, on trouve tout à fait normal qu'on voit ces films violents, ou ces films érotiques, ou que sais-je d'autre, qu'on les voit, voilà, c'était beau, oui c'était beau, on sort du cinéma et on rentre chez soi et il ne se passe rien. C'est-à-dire que nous avons appris, et on n'en a pas conscience, hein, mais nous avons appris à être stimulés par des images qui normalement devraient susciter des émotions, des ressentis, des réactions. Nous avons appris, nous, depuis le début du cinéma, nous avons appris à voir ce genre de choses et à ne plus réagir en aucune façon. Vous pouvez compléter ainsi, enfin donner des exemples en veux-tu, en voilà. Un dernier exemple que je vous donne, qui me vient à l'esprit, un exemple que j'ai vécu, lors d'un enterrement. Un monsieur qui, lorsqu'on va s'apprêter à descendre le cercueil en terre, se jette sur le cercueil et se met à hurler. C'est le mari de la personne décédée. Eh bien, c'est terrible de voir que dans l'assemblée, et j'en faisais partie, je n'en suis pas très fier, mais il y a un malaise. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se regarde, qu'est-ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'il faut faire par rapport à ça, et immanquablement, on voit bien dans le regard des uns et des autres qu'il y a comme un jugement qui transparaît en disant, quand même, il ne faut pas se mettre en spectacle comme ça. Donc même dans des circonstances de deuil, par exemple, où on peut être triste, mais terriblement triste, la vie qui s'effondre, il faut encore rester digne. La preuve en est, ce n'est pas une preuve, mais c'est un élément à charge, la preuve en est peut-être que quand vous discutez avec des médecins, c'est vrai qu'ils vous disent, et des personnes racontent ça, hein, bon, je vois bien que vous allez vivre un moment difficile, ça va être l'enterrement demain, etc. Est-ce que vous voulez un petit cachet pour tenir le coup? Comme si on n'avait pas le droit de s'effondrer au moment où on perd l'être le plus cher. Donc même dans ces moments-là, il faut encore que l'on pleure avec dignité, parce qu'il faut pleurer. Si vous ne pleurez pas, c'est suspect. Hein. Donc il faut quand même pleurer, mais pleurer comme il convient. Il ne faut pas de débordement. Crier, hurler, se jeter sur le cercueil, ça ne se fait pas. En tout cas, pas chez nous. Peut-être dans d'autres cultures, mais chez nous, non. Donc le modèle, effectivement, c'est ce modèle de l'homme qui doit se contrôler en permanence. Or, et c'est là qu'il y a une barbarie. Donc la liberté d'expression, c'est pareil. On doit pouvoir dire tout et n'importe quoi, les gens ne doivent pas réagir. Et donc, dans le cas des caricatures, des musulmans qui se disent choqués, on se demande bien, mais où ils vont chercher ça? Il n'y a pas à être choqué parce qu'on a fait un dessin. Qu'est-ce que ça pour une affaire? Et des gens qui vont jusqu'à être violents et jusqu'à tuer, mais ces gens sont fous. Pour nous, les fous, c'est eux. Mais on ne voit pas que nous avons été drillés par une éducation qui est devenue notre norme et que, dans le fond, nous avons acquis la capacité de ne pas réagir. Et qu'on ne peut pas supposer que tout le monde l'ait acquise. Mais en attendant, pourquoi est-ce que c'est de la barbarie tout ceci? Parce qu'effectivement, ce que la psychologie de base nous apprend, et il ne faut pas être psychologue pour le savoir, hein, c'est que plus vous gardez tout, plus la colère que vous avez en vous, vous la gardez. Parce qu'on ne peut pas, il faut sauver les apparences, on ne peut pas montrer qu'on est fâché. Hein, devant son patron et tout ça, il peut m'insulter, ben c'est pas grave, je dis encore merci à la fin. Enfin bon, voilà, on a pris ce genre de choses. Mais plus vous êtes pris là-dedans, et plus on sait, c'est vraiment du basique que ce que je vous raconte ici, mais que cette colère que vous avez intériorisée, ce désespoir ou cette tristesse qu'on n'ose pas dire, parce que ça pourrait attrister, parce que voilà, ça ne regarde que moi, donc je garde tout ça pour moi, eh bien on sait que ça nous détruit. On a inventé une culture qui impose le comportement on ne doit pas réagir à toutes les sollicitations de la vie, et ce comportement qu'on nous a amené comme étant la norme, ce qui est normal finalement, est en fait un comportement dont on sait très bien, malheureusement, que ça nous détruit. Quand vous intériorisez de la colère, il y a deux issues possibles. La première issue, c'est quoi? C'est des gens qui donc gardent pour eux, parce qu'on ne peut pas se fâcher, on ne peut pas se mettre en spectacle, il faut garder quand même de la dignité et tout ça, donc on garde. La première issue possible, ce sont des gens qui apprennent à garder tellement qu'à un moment donné, ils ne savent plus. Et ce que ça va vous donner, c'est quoi? C'est tout simplement le jour où je n'arrive plus à garder cette colère parce que je ne fais qu'accumuler, à chaque contrariété, paf, ça y est, j'enrage, mais je ravale quand même, etc. Le jour où c'est trop, eh bien ça vous donne, et malheureusement on a des faits divers qui vous montrent l'ampleur des dégâts possibles, ça vous donne des gens qui vont exploser, c'est du passage à l'acte. C'est par exemple, dans les faits divers que l'on nous raconte, ces gens qui vont débarquer dans une école, qui vont tirer dans le tas avant de se flinguer eux-mêmes. Et quand on relit la vie de ces gens-là, pour un certain nombre parmi eux, parce qu'il n'y a pas que cette cause-là évidemment, hein, mais pour un certain nombre parmi eux, on est dans ces profils de gens qui ont gardé leur colère, des gens plutôt introvertis, plutôt timides, qui ne bougeaient pas, qui ne disaient rien. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le truc venir, évidemment. Enfin, et vous avez tout un scénario où on voit des gens qui n'osaient pas dire « j'en ai marre ». Eh bien, quand on n'ose pas, le jour où ça sort, vous avez intérêt à courir vite.
parce que c'est un raz-de-marée. Et regardez, aux États-Unis par exemple, hein, où les armes sont libres d'accès, regardez les dégâts, effectivement, pour un certain nombre de ces cas-là, des gens qui n'en peuvent plus, eh bien, ça y est, on tire. Si on avait appris à ces gens à exprimer la colère, vous n'auriez pas ce comportement. Alors, le deuxième comportement possible, ce sont des gens qui jamais n'explosent, parce qu'on ne peut pas, c'est tout. Mais quand vous avez de la colère en vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous pouvez encore faire, c'est la retourner contre vous. Et ce sont des gens qui vont rentrer dans des logiques destructrices. Donc, cette norme qui est la nôtre, la tristesse, la colère, le désespoir, enfin tous ces sentiments-là, ça ne doit pas se communiquer, ça ne peut pas se dire. Celui qui le manifeste, il a un problème. Cette culture qui est la nôtre, c'est une culture qui, pour les personnes concernées, tout le monde n'est pas colérique, tout le monde n'a pas besoin de... Mais pour ceux qui vivent cela, c'est une culture qui met une telle chape de plomb qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on provoque des bombes à retardement. Alors si on dit que cette culture-là est une culture civilisée, moi je veux bien, mais moi ce que je vois, en tout cas quand vous discutez avec ces gens concernés, puisque je travaille dans le monde de la santé, enfin je vois un peu ces choses-là, eh bien c'est vrai que c'est une culture qui est terriblement dure en fait, parce qu'elle exige énormément de nous. Elle exige que nous soyons capables donc de tout supporter, enfin de supporter des choses qui sont terribles, quoi. Hein. Et c'est vrai qu'on en arrive aussi, pour vous donner un autre exemple, à des situations où quand on voit des gens se bagarrer en rue, on n'ose même plus intervenir, quoi. Alors que le réflexe, ça devrait être d'intervenir. Mais on n'ose pas, on a peur, on arrive à voir ça comme au spectacle, quoi. En étant un peu terrorisé éventuellement, mais sans plus. Enfin bref, donc vous voyez, ça produit quand même une drôle de culture éventuellement. Donc je reviens à mon affaire ici. Donc c'est vrai que la liberté d'expression, c'est très bien, mais telle qu'on la défend aujourd'hui de manière classique, donc dans le droit par exemple, pour reprendre l'opinion la plus répandue, le droit permet qu'on blasphème, et bien on a le droit de blasphémer et puis c'est tout. Donc cette manière de défendre la liberté d'expression s'appuie sur une conception de l'être humain qui est quand même étonnante, c'est que les êtres humains ne devraient pas réagir quoi qu'on fasse avec eux. Et ça, à mon sens, il suffit de vivre un peu, et vous avez vécu aussi, vous voyez bien autour de vous, et nous-mêmes, en tant que personnes, nous, on est sensible, on réagit à ce qu'on nous dit, à ce qu'on fait, etc. On n'est pas de marbre, quoi. Et donc ce présupposé qui rend possible la liberté d'expression, évidemment, est un présupposé, me semble-t-il, terriblement ennuyeux, terriblement barbare. Maintenant, ceci étant dit, on avance, encore une petite réflexion, si vous voulez bien. Ce que l'on a répondu en disant « moi je pense que c'est pas bien de faire ce genre de caricature dans les circonstances actuelles, même si on devrait pouvoir les faire, mais en tout cas dans les circonstances actuelles ce n'est pas respectueux vis-à-vis des personnes qui se disent choquées, etc. » Ce que l'on m'a répondu aussi, c'est ceci, c'est une autre attaque, c'est de dire, et qui a toute sa légitimité, c'est de dire « oui, mais est-ce que vous pensez sérieusement que les caricaturistes de Charlie Hebdo avaient le choix de ne pas représenter le prophète Mahomet ?» C'est-à-dire que l'argument ici, vous voyez bien, c'est un argument de stratégie, c'est de dire, s'il ne l'avait pas représenté, est-ce que ça n'aurait pas été dire qu'il capitule devant l'ennemi? Que dans le fond, c'est ces gens-là qui ont tué, qui ont eu raison. Et donc, évidemment, et ça aussi on pouvait le prévoir, il devait représenter le prophète Mahomet pour essayer d'avoir le dernier mot. Pour ne pas que ce soit les autres qui gagnent, quoi. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a ce fameux problème-là. Mais en attendant, moi ce qui m'a interpellé dans cet argument, c'est ceci. Et je voudrais qu'on réfléchisse 2 minutes là-dessus, c'est que ça interroge du coup le mot liberté dans l'expression liberté d'expression. Alors, je vais m'expliquer. Donc, en quoi y a-t-il liberté dans l'expression liberté d'expression? Alors, vous avez le premier sens, qui est le sens dont on a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le sens juridique. Donc ça veut dire il y a liberté d'expression dans la mesure où personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense. On doit me laisser libre dans mon expression. Et c'est ce que le droit défend, sauf pour les cas qu'on juge être des cas particuliers, le négationnisme, l'incitation à la haine, etc. Ça, non. Mais pour le reste, donc, on est libre de dire ce que l'on veut. Donc ça, c'est au niveau du droit, il n'y a pas de problème. Ce sens-là est tout à fait acceptable, évidemment. Maintenant, vous avez 2 auteurs, il y en a plein, mais je vais en citer 2 ici que vous connaissez peut-être. Donc 2 philosophes, un anglais, Locke, John Locke, et un allemand, Fichte. Donc ce sont des auteurs anciens, mais qui disent ceci. La liberté, c'est un sens qui est tout à fait commun, qui est tout à fait évident aussi, me semble-t-il, c'est cette capacité que nous avons. Nous sommes libres, donc, dans la mesure où nous avons cette capacité de pouvoir renoncer à un désir. Si vous êtes soumis à un désir et que vous n'avez plus la liberté d'y renoncer, vous n'êtes pas libre. On vous dira même, en jouant avec les mots, vous êtes l'esclave de ce désir. Donc, rester libre, c'est avoir et conserver cette capacité de pouvoir renoncer à une envie,
à une habitude, à une pensée éventuellement, lorsque je me rends compte que ma pensée, par exemple, est fausse. Dans les débats d'argumentation, pour vous donner un simple exemple, c'est vrai qu'il y a des gens qui en viennent à se tromper, on leur fait savoir, mais comme ils sont dans l'incapacité de reconnaître qu'ils se trompent, ils persistent et signent dans une erreur. Ils n'ont plus la liberté de reconnaître qu'ils ont tort et de changer d'idée, parce que voilà, je me suis trompé, j'ai cru de bonne foi que c'était comme ça, c'est pas comme ça, ça devient impossible. Ils sont tellement pris dans des enjeux de pouvoir, par exemple, que si je reconnais que j'ai eu tort, c'est tout mon crédit qui s'effondre, et donc je ne peux pas dire que j'ai tort. Même si c'est faux, tant pis, je dirais que c'est vrai malgré tout. Et je défendrai une idée farfelue éventuellement. Donc, quand vous êtes dans ces stratégies-là, vous êtes esclave de vos habitudes, du pouvoir, de l'image de soi, de tout ce que vous voulez, et vous n'avez plus de liberté. Donc la liberté, c'est cette capacité de pouvoir renoncer, de pouvoir changer, de pouvoir s'adapter tout simplement. Dans les débats classiques, dans les échanges que nous avons habituellement, vous serez d'accord, je suppose, pour dire que c'est ce que nous faisons habituellement. C'est-à-dire que nous avons cette capacité, cette souplesse, cette intelligence, vous et moi normalement, de changer de mode d'expression, pour reprendre la question de l'expression, liberté d'expression, de changer notre manière de nous exprimer selon le public auquel on s'adresse. Vous n'allez pas parler à des tout petits enfants comme vous allez parler à des adultes. Et vous avez cette liberté, cette souplesse de vous adapter au public que vous avez. Si c'est des enfants, je ne vais pas commencer à faire un cours de philosophie. Et si ce sont des adultes, je peux me le permettre et je ne vais pas parler et gagatiser comme je le ferais éventuellement avec de tout petits enfants. Donc, on s'adapte. Si vous parlez à votre directeur dans une entreprise, vous allez parler d'une certaine façon qui sera différente que quand vous parlez avec vos amis. Parce que les circonstances font que on a besoin d'avoir cette souplesse, cette liberté dont parlent Fichte et Locke, par exemple. C'est une chose qui est tout à fait ordinaire dans la vie des uns et des autres. Et aux enfants, normalement, quand on les éduque, on leur apprend ça aussi. On ne parle pas aux personnes, à monsieur comme ceci ou madame comme cela, comme on parle dans la famille ou comme tu parles avec tes potes. Enfin, nous, à l'université, on apprend ça aux étudiants qui ont parfois du mal. On leur dit, mais quand vous êtes à l'université, vous devez acquérir le langage universitaire. Et on ne fait pas, on ne répond pas aux questions d'examen, on n'écrit pas, on ne rédige pas comme on le ferait dans son journal intime, quoi. Donc vous devez apprendre un langage. Enfin, voilà, ce sont des évidences, me semble-t-il. Donc je n'ai pas besoin de défendre cette idée-là. Mais maintenant, pour revenir à Charlie Hebdo, parce que c'est pour revenir à cela, évidemment. Est-ce que, quand vous entendez l'argument, est-ce qu'il pouvait faire autrement que de représenter le prophète? Ne pas le faire c'eût été capituler. Et alors il y avait aussi un autre argument qui était de dire les millions de lecteurs qui étaient en attente de la première parution, du premier numéro, ils attendaient quelque chose qui soit fort. Donc il y a une pression qui est terrible, évidemment, sur ceux qui vont faire les caricatures. Bien. Mais donc si, effectivement, les gens de Charlie Hebdo sont dans cette posture où ils n'ont plus de liberté, je ne peux pas capituler devant ces gens qui ont massacré la moitié de mes amis. Ce n'est pas possible. Et ça, on peut l'entendre, ceci dit. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais en attendant, ils sont dans cette posture. On défend des idées, dans ce cas-ci laïques, radicales, contre la religion. Alors, le fait qu'ils défendent ces idées, ça n'a aucun problème en soi. Mais n'empêche qu'on défend tellement ces idées qu'on ne peut plus dire autre chose que ce qu'on dit toujours. Il n'y a plus de liberté par rapport à ces idées non plus. Et ainsi de suite, quand vous êtes dans cette posture, il y a les lecteurs qui nous attendent. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que l'on peut penser que ces gens-là, au moment où ils font leur premier numéro, en janvier, sont libres dans l'expression qui sera la leur? On dirait, pour dire les choses très simplement, ce sont des gens qui n'ont plus cette liberté. Ils n'en ont plus aucune. Ils ne pouvaient que faire quelque chose et représenter, par exemple, le prophète Mahomet. C'est pour ça qu'on pouvait prévoir qu'ils allaient le faire, évidemment, tellement c'était couru d'avance, ce genre de choses. Et donc on se demandait comment ils allaient le faire. C'était ça qu'on ne savait pas, évidemment. Donc ils ne sont plus en position de liberté. Il n'y a plus de liberté dans ce cas-là. De même, chez une personne qui, par exemple, sous le coup de la colère, se met à insulter quelqu'un, est-ce que cette personne peut dire « Ah ben, liberté d'expression, je m'exprime comme je veux, etc. etc. » Mais quand vous êtes sous le coup de la colère, vous n'avez plus aucune liberté non plus. C'est la colère qui vous emporte, qui vous fait dire des choses que peut-être parfois vous regretterez par la suite. Donc venir dire « Ah ben c'est liberté d'expression, il faut le protéger », c'est un peu étonnant, puisqu'on est dans une situation où il n'y a pas de liberté, bien évidemment. Deuxième réflexion par rapport à la liberté. Platon raconte ceci, dans notamment La République. Il dit « Les gens croient que être libre, c'est ne plus être soumis aux contraintes et aux empêchements. Donc quand on me dit plus ce que je dois faire,
en vacances par exemple, là, ça y est, je suis libre. Et Platon, enfin c'est Socrate, il fait parler Socrate, Socrate dit, est-ce que vous êtes sûr que la personne qui ne subit plus aucune contrainte, donc on lui dit plus ce qu'elle doit faire, il n'y a plus aucun interdit, etc., elle peut tout faire, est-ce que vous êtes sûr qu'en permettant à quelqu'un de faire tout et n'importe quoi, vous l'avez rendu libre? Eh bien Socrate fait remarquer ceci, quand il n'y a plus d'interdit, quand il n'y a plus de limite, quand on permet à quelqu'un de faire tout et n'importe quoi, en fait, on ne le rend pas libre, en fait, on en fait un esclave de ses passions. Donc il prend l'exemple du tyran. Le tyran, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la loi, il n'y a rien qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Il peut voler, il peut tuer, il peut donner, il fait ce qu'il veut comme il veut, selon ses humeurs. Et justement, dit Socrate, selon ses humeurs, en fait, c'est quelqu'un qui ne suit plus que ses envies comme elles viennent. Et il n'y a plus rien qui le limite. Bon. Gardez cette idée en tête. Je reviens à Charlie Hebdo. Quand on éprouve le besoin, je vous renvoie, si vous en doutiez, à l'éditorial du premier journal qu'ils ont republié. Donc, il n'y a pas de procès d'intention ici. Ils le disent eux-mêmes, ce qui les anime au moment où ils publient leur journal. Quand on est dans ce contexte où, effectivement, c'est la haine de l'autre, et on peut comprendre qu'ils haïssent ceux qui ont tué leurs amis. Donc, ceci dit, comment échapper à ça? Mais quand vous êtes dans la haine de l'autre, le but, ça va être de choquer. Ça va être, et alors, donc, je cite un passage, donc, et tant pis pour les cons qui ne comprennent pas. Donc ils sont très durs. Donc ceux qui ne sont pas que d'accord avec eux, ce sont des cons, et puis c'est tout, quoi. Donc vraiment, voilà, ils ont une vision très manichéenne. Il y a les gentils, il y a les méchants, et évidemment les méchants c'est toujours les autres. Enfin bon, peu importe, ça c'est des idées, ils peuvent les avoir. Mais quand vous êtes dans cette démarche donc, qui est une démarche de haine, l'envie, le besoin, c'est de choquer, de faire quelque chose où je montre que c'est moi qui ai le dernier mot. Je republie quand même malgré tout une image du prophète. La question que je me pose, avec Platon en tête, c'est, dans le fond, est-ce que ce besoin d'humilier ou de choquer ou d'essayer d'avoir le dernier mot, est-ce que ce besoin, on le ressent quand de fait on est libre? C'est-à-dire, libre, je ne suis déterminé par rien, je suis libre dans ma tête, si vous voulez. Quand on est libre dans sa tête, quand on est motivé par rien de particulier qui nous pousserait malgré nous à faire des choses, dans le fond, vous n'êtes pas dans la haine. Vous comprenez, quelqu'un qui, ou pour le dire autrement, pour le dire par l'autre bout, quand on a besoin de choquer, est-ce que ça ne démontre pas, ou est-ce que ça ne montre pas que dans le fond, on est dans la haine de l'autre, et que c'est cette haine ou ce besoin d'être le plus fort ou je ne sais quoi, qui est une motivation qui me pousse à dire ce que je vais dire, à vouloir écraser, à avoir le dernier mot, etc., etc. De telle sorte que ce sont des gens donc qui sont déterminés par cette haine, ce besoin d'être le plus fort, etc., le besoin de se venger ou tout ce que vous voulez, peu importe, mais que si vous êtes motivé par ça, vous êtes déterminé par ça, et si vous êtes déterminé par ça, dans quelle mesure vous pouvez dire que vous êtes libre? Quelqu'un qui est libre par rapport à tous ses sentiments, qui ne ressent pas de haine, qui n'a pas envie d'écraser les autres, eh bien, demandez-vous simplement, pour le dire encore autrement, est-ce que cette personne qui serait donc bien dans sa peau, si vous voulez pour le dire platement, est-ce que cette personne éprouverait le besoin de choquer quelqu'un? C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit exister comme motivation pour avoir besoin de choquer les gens? On ne choque pas les gens par liberté, par choix. On choque toujours les gens parce qu'on veut se venger, parce qu'on veut l'embêter, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on est pris par des passions, comme dirait Platon. Mais si vraiment vous n'êtes plus motivé par la haine de l'autre, le besoin de choquer, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord avec l'autre, mais je n'ai plus besoin de le dire en le choquant. Pourquoi? Et donc, dans le cas de Charlie Hebdo, ce que ça donne à penser quand vous lisez ce qu'ils écrivent par ailleurs, il n'y a pas que les dessins, sur base des dessins on ne sait rien dire, mais quand vous lisez leur littérature, c'est vrai que l'impression que l'on a, c'est que ce sont des gens qui, à ce moment-là, et on peut comprendre pourquoi ils sont là-dedans, donc avec tout ce qu'ils ont vécu, évidemment, mais en attendant, ils sont dans une posture où ils sont animés par des sentiments qui les poussent à faire ce qu'ils font une fois encore. Ils ne sont pas dans cette posture donc de sérénité qui fait que quand on est serein, quand on est bien avec soi-même, on n'éprouve pas le besoin évidemment d'écraser qui que ce soit. Donc est-ce qu'il y a ici de la liberté dans leur liberté d'expression, ou bien est-ce qu'ils ne font pas de la liberté d'expression? C'est ça qui me dérange le plus finalement, s'il fallait le dire d'un mot. Est-ce qu'il n'y a pas dans leur liberté d'expression un usage de la liberté d'expression comme arme de guerre pour détruire l'autre? Et quand vous utilisez, en tout cas moi je le pense, quand on utilise la liberté d'expression pour
comme arme de guerre pour pouvoir atteindre l'autre, et en se cachant derrière cette liberté d'expression, en disant « moi j'ai fait qu'utiliser ma liberté d'expression », je n'y vois que deux choses, c'est de la lâcheté d'une part, et de la haine vis-à-vis d'autrui en réalité. Et d'un point de vue éthique, je vous disais, la position que je défends n'est pas juridique, elle est éthique. D'un point de vue éthique, je pense que là, il y a une souffrance à entendre chez ces gens-là qu'il faut pouvoir accompagner et les aider à en sortir. Tant qu'on vit dans le ressentiment de ceux qui ne pensent pas comme nous, dans la haine de ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est qu'on souffre de cette situation. Et évidemment, il y a là quelque chose qu'on doit pouvoir aider. Je termine avec ceci. On a utilisé, c'est un dernier point, on a utilisé Voltaire dans ce débat. Je ne sais pas si vous avez lu donc des articles, etc., mais tout le monde y allait de son petit laïus avec Voltaire, parce que Voltaire, effectivement, a défendu la tolérance et donc a défendu la liberté d'expression. On lui attribue d'ailleurs faussement une phrase qu'il n'a jamais écrite, qui est de dire « je me battrai jusqu'au bout pour que vous aussi vous puissiez défendre vos idées, quand bien même je ne suis pas d'accord avec elles ». Donc voilà, ça c'est vraiment une belle position, une belle phrase, mais ce n'est pas de Voltaire, malheureusement, mais enfin, peu importe, le problème n'est pas là. Comment Voltaire défend-il la liberté d'expression, ou plus exactement dans le contexte de la tolérance? Vous savez que Voltaire a écrit sur la tolérance. Eh bien, moi j'ai été relire, parce que je n'ai pas tout ça en tête, et donc j'ai été relire, j'étais un peu surpris de voir qu'on utilisait Voltaire pour défendre la liberté d'expression d'un journal comme Charlie Hebdo. Et dans le fond, ce que dit Voltaire, c'est ceci. Si vous allez relire son traité de la tolérance, ou bien si vous allez lire ce qu'il a écrit dans son dictionnaire, donc vous avez le dictionnaire de Voltaire, si vous allez au mot tolérance, c'est un peu plus court, et vous avez là un article sur la tolérance, et ce qu'il dit, c'est ceci, et qui permet d'illustrer tout ce que je vous ai raconté. Il dit, la tolérance, le fait que nous devions être tolérants vis-à-vis des autres, et donc que nous devions permettre aux autres de s'exprimer aussi, par conséquent, liberté d'expression de tout le monde, eh bien, n'est justifié que pour une raison, et cette raison, c'est tout simplement que l'on ne sait pas. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait, si vous le permettez. Donc c'est juste une phrase, une ou deux phrases. Il dit ceci: « Nous devons nous tolérer mutuellement, parce que nous sommes tous faibles, inconséquents, sujets à la mutabilité, donc au changement, et à l'erreur. » Alors, vous voyez, ça illustre... Alors, si vous lisez tout l'article, vous verrez, c'est du même tonneau partout. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est cette idée-là. C'est parce que nous sommes faibles et que nous n'avons pas la vérité... Ce serait croire qu'on est tout-puissant, évidemment. Or, nous ne le sommes pas. C'est parce que nous n'avons pas la vérité que peut-être l'autre en détient un petit bout. Et que donc, nous devons lui permettre de s'exprimer. Et c'est pour ça qu'on fait dire à Voltaire cette phrase qu'il n'a jamais écrite. Donc, parce que ça rentre bien dans l'esprit de Voltaire, on doit se battre pour que même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, effectivement, aient le droit de s'exprimer. Parce que qui sait si ce n'est pas eux qui ont plus raison que nous, finalement. Ce serait croire qu'on a toute la vérité pour soi, évidemment, ce qui n'est jamais le cas. Si vous voyez bien ce qu'il y a là derrière, ça illustre effectivement, ou ça permet de conclure effectivement ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. Quand vous êtes dans la posture, pour reprendre le journal ici Charlie Hebdo, puisque c'est lui évidemment qui a été mis en avant, mais on pourrait prendre d'autres exemples, il n'y a pas que Charlie Hebdo évidemment. Mais quand vous êtes dans la posture où vous êtes sûr d'avoir la vérité, donc ici par exemple, c'est des personnes qui défendent une certaine vision de la laïcité, et toutes les religions, ce sont des bêtises, c'est des machins qu'il faut supprimer, c'est des cons, c'est des gens qui ne savent rien, etc., etc. Quand vous êtes dans cette posture, dire maintenant c'est Voltaire qui autorise ce genre de posture, moi je ne comprends pas les intellectuels qui l'ont dit. Alors que Voltaire nous dit exactement l'inverse, c'est parce qu'on n'a pas la vérité que du coup il faut essayer d'être tolérant avec les autres et leur permettre leur donner la parole s'ils la demandent. Donc c'est exactement l'inverse que dit Voltaire, et c'est ce que j'ai essayé de vous exprimer aussi de manière peut-être un peu compliquée, en disant qu'est-ce qui motive finalement, est-ce qu'il y a une liberté oui ou non, et voilà, c'est tous ces enjeux-là bien évidemment. Alors, s'il fallait maintenant faire un pas de plus, ou en tout cas développer un peu la position de Voltaire, donc une philosophie que moi j'ai développée depuis de nombreuses années qui permet de dire ça, c'est ceci, qui permet de comprendre du coup la liberté d'expression et la place à donner à l'autre, et le fait qu'on n'a pas, au nom de la liberté d'expression, à vouloir écraser l'autre, si vous voulez, ou en tout cas à le réduire à rien. Quand vous regardez ce que nous sommes en tant qu'être humain, et c'est vrai que bien des philosophies le donnent à penser, qu'on soit matérialiste, athée, ou qu'on soit religieux, peu importe ici, on peut se mettre d'accord au moins sur ceci, c'est que dans le fond, ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est que nous sommes une finitude, une solitude et une incertitude. Alors la finitude, ça veut dire quoi? C'est pas bien compliqué, nous sommes tous limités. On ne sait pas tout. Enfin, peut-être que vous savez tout, mais normalement, les gens... Enfin, moi, à Namur, j'habite à Namur, je peux vous dire, il n'y a personne, moi y compris,
peut dire qu'on sait tout. On est quelqu'un, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout non plus, on essaie de comprendre le plus possible, mais c'est vrai qu'on ne détient pas la vérité, par exemple. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire non plus, c'est aussi une forme de finitude. On ne peut pas tout faire non plus pour nos enfants, pourtant on les aime, mais voilà, on ne sait pas se couper en deux et s'occuper de tous les enfants en même temps. Enfin, on n'arrive pas à faire tout le bien qu'on voudrait. Ça, c'est la finitude humaine, c'est l'expérience humaine dans le quotidien. On n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'on voudrait bien être, dans la relation de couple, dans tous les secteurs de la vie, quels qu'ils soient. Ça, c'est la première chose, finitude. Deuxième chose, la solitude. La solitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voudrait bien s'entendre bien avec tout le monde, être proches les uns des autres, communier, si vous voulez, hein. Mais ce que l'on découvre dans la vie de tous les jours, c'est que dans le fond, effectivement, les autres nous échappent toujours. Donc, quand bien même on sait qui ils sont, quand bien même on se connaît parce qu'on vit ensemble depuis de nombreuses années, il n'empêche, les autres, par définition, nous échappent toujours, et en ce qu'ils nous échappent toujours, ils nous ramènent toujours par conséquent à cette solitude qui est la nôtre. Donc la solitude, ce n'est pas le fait qu'on est tout seul au monde, hein. La solitude concerne les relations que nous avons, nous sommes des êtres de relations, mais dans les relations, vous n'arriverez jamais à savoir entièrement qui est l'autre. Il y a des personnes, notamment des dames qui étaient veuves et qui m'avaient expliqué une fois, c'était leur manière de le dire qui m'avait un peu touché. Elle disait, si je devais vous dire qui est mon mari, décédé maintenant, eh bien, je pourrais vous dire qu'il aimait bien ceci, qu'il aimait bien cela, qu'il a fait ça comme métier, donc je peux vous raconter sa vie, quoi, finalement. Mais vous dire vraiment qui il était, alors que j'ai vécu avec 40, 50 ans, ben, je me rends compte que c'est difficile, je n'arrive pas à le dire. Donc je peux vous donner des détails, si vous voulez, hein, mais dire vraiment qui il était, ça m'échappe. Et l'impossibilité de mettre des mots sur... Si vous regardez vos enfants, ben, allez, quand on a des enfants petits, la chair de notre chair, on les connaît mieux que n'importe qui au monde. Et puis quand ils vont à l'école, et que les institutrices, par exemple, vous racontent ce que votre enfant fait à l'école, ben, il arrive parfois que les parents disent, vous êtes sûr que c'est bien de mon enfant que vous parlez, quoi? Parce qu'on ne reconnaît pas son enfant, à la maison, il n'est pas du tout comme ça, hein, et du coup, il y a un problème, quoi. Ben, nos enfants, quand bien même on prétend les connaître, ils ont une vie en dehors de l'amour qu'on a pour eux. Ils nous échappent là aussi. Et évidemment, c'est important d'accepter cette solitude, que nos enfants nous échappent par conséquent. Et ainsi de suite dans tous les secteurs. Donc solitude, c'est le fait que l'autre m'échappe et que, par conséquent, il est différent, il a le droit de penser différemment, etc., etc. L'autre ne doit pas se réduire à ce que je voudrais qu'il soit. Et puis vous avez l'incertitude. L'incertitude, c'est qu'il n'y a rien qui nous est dû. Donc c'est vrai qu'on aime, on voudrait bien qu'il y ait des choses qui nous soient dues dans la vie, mais ce que la vie nous apprend, malheureusement, c'est souvent à travers des catastrophes, c'est qu'il n'y a absolument rien qui nous est dû. L'exemple que je donne souvent pour le faire comprendre, pour que vous compreniez ce dont on parle ici, c'est quand on assiste, et les médias nous l'ont rappelé ici cruellement, quand on assiste à la mort d'un enfant, hein, pensez à l'image qui a défrayé la chronique ici, c'est vrai qu'on va dire ça c'est injuste. Et quand on vous demande, c'est injuste, oui, mais c'est injuste par rapport à quoi? Par rapport à cette idée que, normalement, un enfant, ça ne peut pas mourir, ça doit vivre, etc., etc. Ce que la vie nous apprend, ce que l'image que tout le monde a vue nous apprend, c'est que non, un enfant, ça peut mourir. L'incertitude de la vie, ça veut dire, la vie peut tout nous reprendre du jour au lendemain. Il n'y a rien, absolument rien, qui vous est dû. Donc ça, ce sont les trois choses qui nous caractérisent. La finitude, on ne peut pas tout. La solitude, les autres m'échappent toujours, on n'est toujours pas d'accord sur tout, enfin ce genre de choses. Et l'incertitude, la vie peut tout me reprendre. Eh bien, plus vous allez accepter ces trois dimensions de notre existence, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, et plus ce que vous allez rendre possible, c'est la tolérance vis-à-vis des autres. Et donc, par conséquent, la liberté d'expression, le fait que l'autre aussi ait le droit de s'exprimer. C'est parce que, si vous reprenez les 3 points, c'est parce que, effectivement, je suis fini, pour reprendre Voltaire, c'est ce que Voltaire lui raconte explicitement, c'est parce que je n'ai pas la vérité que, du coup, je dois accepter que l'autre puisse aussi dire sa vérité à lui. Si j'avais toute la vérité, je pourrais alors m'imposer, mais ce n'est pas le cas. Donc rien que le fait que je sois quelqu'un qui ignore beaucoup de choses, fait que je suis obligé, même si ça ne me fait pas plaisir ce que j'entends, mais je suis obligé de laisser une place à l'autre. La deuxième chose, la solitude, puisque l'autre n'est pas moi, il a le droit de penser ce qu'il pense. Il a le droit même de ne pas être d'accord avec moi. Et vous comprenez bien, ceci dit au passage, que plus vous acceptez cette solitude, et plus vous pouvez accepter que les autres ne soient pas d'accord avec vous. Si vous êtes plutôt dans l'attente qu'on s'entende bien et qu'on pense pareil, quelqu'un qui pense différemment, c'est insupportable. Mais plus vous allez accepter que les autres, voilà, c'est pas moi, les autres ils sont différents, ils ont une autre vie que moi, donc forcément ils pensent différemment,
et plus vous allez supporter, vous allez accepter, même c'est tout à fait normal, d'être face à des gens qui vont éventuellement vous critiquer, vous contester, ne pas être d'accord, etc., etc. Ça devient quelque chose qu'on peut vivre beaucoup plus facilement que quand on pense au contraire qu'on devrait s'entendre et penser tous la même chose. Et puis quand vous acceptez que rien ne vous est dû, c'est pas parce que vous êtes ce que vous êtes qu'il vous est dû effectivement que les gens pensent que ce que vous pensez est bien. On ne vous doit rien, quand bien même vous auriez même raison. Donc quand bien même vous détiendrez la vérité, celui qui possède la vérité, il ne lui est pas dû d'être cru. Et on est dans un endroit où vous savez qu'effectivement, il y en a qui l'ont payé cher, d'ailleurs, et qui continuent d'ailleurs à le payer cher. Donc ça n'est dû à personne de croire, puisque je pense bien et puisque j'ai la vérité, forcément tout le monde va être d'accord avec moi. Ça n'est dû à personne, malheureusement. Donc plus vous vous réconciliez avec vous-même, plus vous êtes en harmonie avec ce à quoi on n'échappe pas, cette finitude, solitude, incertitude, et plus les relations avec des gens qui pensent différemment, qui peuvent nous choquer éventuellement, devient quelque chose que l'on peut accepter effectivement. Et plus vous l'acceptez, moins vous serez dans la haine de celui qui ne pense pas comme vous, et plus, par conséquent, vous n'aurez pas besoin, et moins vous aurez besoin, d'avoir besoin de l'humilier, de le rabaisser pour essayer de faire passer vos idées. Donc, en d'autres termes, on pourrait dire, là c'est un procès d'intention, parce que moi je ne connais pas ces gens-là, mais on pourrait dire que quand on est dans une posture comme Charlie Hebdo, c'est pour ça que c'est un journal qui n'est pas comme les autres, où là il y a une idéologie qu'on essaye de faire passer. Vous êtes chez des gens qui, plutôt que d'accepter la finitude, solitude, incertitude, sont plutôt dans la toute-puissance. On a raison. Et donc, parce qu'on a raison, on a le droit d'humilier les gens. Et s'ils se plaignent, c'est parce qu'ils ont un problème. Vous voyez, ça c'est de la toute-puissance. On pense pour les autres, on pense qu'ils ont tort, et on leur dit, on leur fait savoir. Ça c'est la négation de la solitude. Je suis celui qui peut vous dire qui vous êtes. Vous n'avez pas le droit de m'échapper. Vous n'êtes que, je reprends l'expression dans l'éditorial de janvier, vous n'êtes qu'un con si vous ne comprenez pas qu'effectivement c'est moi qui ai raison. Ça c'est de la toute-puissance, et c'est le refus de la solitude de l'autre, évidemment. Et puisque j'ai raison, et puisqu'en plus on est victime d'un massacre horrible, il nous est dû évidemment que vous soyez d'accord avec nous, et comme ça l'affaire est réglée, bien évidemment, ici. Donc vivre dans la toute-puissance, dans la fusion, le refus de la solitude, etc., c'est tout simplement vivre dans la négation de ce que nous sommes. Et par conséquent, on peut comprendre, bien entendu, la haine qui en découle vis-à-vis des autres. Je termine mon idée, je termine ici les quelques idées que je voulais vous soumettre, en tout cas. Si vous deviez retenir qu'une seule chose, la seule chose que l'éthique m'amène à penser, en tout cas, c'est que quand on parle de liberté d'expression, et c'est ce que Voltaire défend aussi d'ailleurs, quand vous parlez de liberté d'expression, c'est de bien comprendre, et ça on a l'impression qu'on l'oublie un peu dans certains débats, que la liberté d'expression, c'est toujours une liberté à deux. C'est-à-dire, c'est pas moi qui ai tout le droit et qui peut dire tout et n'importe quoi, et tant pis pour les gens qui ne comprennent pas. La liberté d'expression, c'est une exigence. Et c'est l'exigence d'abord d'oser soi-même dire ce que l'on pense, bien évidemment, mais c'est aussi cette exigence que l'autre puisse aussi utiliser sa liberté d'expression. Et que donc je suis responsable en partie, nous sommes tous responsables en partie par notre comportement, de la liberté d'expression de l'autre, c'est-à-dire est-ce que par ma façon de m'adresser à lui, par ma façon de lui dire éventuellement que je ne suis pas d'accord, est-ce qu'effectivement je l'encourage à pouvoir défendre ses idées? Moi je pense, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord, que quand on insulte quelqu'un, quand on en fait un combat, quand le but c'est d'écraser l'autre, de l'humilier éventuellement, vous ne rendez pas réelles les conditions qui vont faire en sorte que l'autre va se sentir libre de pouvoir vous répondre. Ce que vous avez créé là, c'est un terrain de combat où celui qui va reconnaître qu'il a eu tort, c'est quelqu'un qui capitule. Et ça, c'est pas de la liberté d'expression, ça c'est du pugilat. Donc si vous voulez être dans la liberté d'expression, on pense de manière beaucoup trop individuelle cette problématique-là, où c'est moi j'ai le droit de dire ce que je veux, et tout le monde a le droit de dire ce que... Non, la liberté d'expression n'est un droit que s'il est toujours vécu à au moins deux, c'est-à-dire moi et la personne que j'ai en face de moi. Et je suis responsable, une fois encore, de la liberté d'expression de l'autre, c'est-à-dire de faire en sorte que l'autre se sente suffisamment libre pour pouvoir dire éventuellement le désaccord qu'il aurait avec moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention.